Je m'appelle Élodie, j'ai 29 ans, et je n'aurais jamais cru voir mon propre sang tacher le tapis immaculé d'une boutique de robes de mariée de luxe. Le diamant sur la bague de fiançailles de ma sœur, Coralie, a scintillé une fraction de seconde avant de s'abattre sur ma joue. Le choc. La douleur fulgurante. Puis le silence. Un silence de mort qui a enveloppé toute la boutique lyonnaise. Le personnel s'est figé. Les autres clientes ont suspendu leur respiration. Seul le son de mon cœur qui battait à tout rompre dans mes oreilles subsistait. Pendant 7 longs mois, je n'avais été rien de plus qu'un distributeur automatique pour son mariage à 100 000 €. La robe de créateur à 10 000 € qu'elle venait de choisir? Payée par ma carte Platinum. Cette gifle, ce n'était pas juste une gifle. C'était mon réveil. D'où me regardez-vous aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous venez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous avez déjà dû faire face à quelqu'un qui profitait de vous, abonnez-vous, car mon point de rupture était sur le point de tout changer. Ma main s'est portée à ma joue, tremblante. Quand je l'ai retirée, mes doigts étaient rouges. Une goutte de sang a perlé, puis une autre, tombant en un petit bruit sourd sur le tapis blanc crème. L'horreur s'est peinte sur les visages des demoiselles d'honneur de Coralie. Mais ma mère, Martine, n'a pas couru vers moi, sa fille qui saignait. Non. Elle s'est précipitée vers Coralie, l'entourant de ses bras. Ma chérie, calme-toi, pense à ta tension, a-t-elle murmuré, comme si la véritable victime était celle qui venait de frapper. Coralie m'a foudroyé du regard, ses yeux bleus, autrefois si chaleureux, maintenant 2 éclats de glace. La belle robe de tulle et de cristaux qu'elle portait semblait une moquerie, une armure de princesse pour une âme remplie de venin. Dehors, a-t-elle sifflé, sa voix basse et menaçante. Sors d'ici. Tu es viré de mon mariage. Un hoquet de surprise m'a échappé. Viré? Mais, a-t-elle ajouté avec un sourire cruel qui n'atteignait pas ses yeux, tu continues de payer, bien sûr. Chaque mot était un coup de poignard. L'humiliation était un acide qui me brûlait de l'intérieur. Je me suis sentie petite, invisible, comme si ma douleur n'avait aucune importance. La propriétaire de la boutique, une femme élégante au chignon impeccable, s'est approchée de moi, non pas avec compassion, mais avec un air de gêne. Elle m'a tendu un mouchoir en tissu sans me regarder dans les yeux. Peut-être serait-il préférable que vous sortiez, mademoiselle, a-t-elle suggéré d'une voix feutrée. Son message était clair, ma présence, mon sang, ma souffrance, tout cela faisait tache dans son univers de luxe et de perfection. Je me suis retournée, chancelante. Personne ne m'a demandé si ça allait. Personne ne m'a offert un verre d'eau. J'étais une nuisance, un problème à évacuer. En passant la porte, j'ai entendu ma mère dire à Coralie, ne t'inquiète pas, ma puce. Stéphanie sera une bien meilleure demoiselle d'honneur. On fera retoucher sa robe. Elle m'avait déjà remplacée. J'étais jetable. J'ai marché jusqu'à ma voiture comme une automate, le mouchoir pressé contre ma joue qui me lançait. Les larmes sont venues seulement quand je me suis assise derrière le volant. Des larmes de rage, de douleur et d'une humiliation si profonde qu'elles me coupaient le souffle. Pendant 7 mois, j'avais tout supporté. Les mensonges. La manipulation. L'exploitation financière. Mais cette violence physique, ce mépris total pour ma personne, c'était la fin. Une frontière venait d'être franchie, une frontière dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Au fond de moi, quelque chose de froid et de dur venait de naître. C'était la fin de l'Élodie gentille et serviable. Elle ne le savait pas encore, mais elle venait de signer l'arrêt de mort de leur mariage de conte de fées. En grandissant dans la banlieue de Lyon, Coralie et moi étions inséparables. Avec seulement 2 ans d'écart, elle était mon idole, ma protectrice, ma meilleure amie. Je me souviens des étés passés à construire des cabanes dans le jardin de nos parents, des secrets murmurés sous les draps dans la nuit. Sur les photos de notre enfance, nous étions toujours ensemble, sourires édentés et bras passés autour des épaules l'une de l'autre. Elle était le soleil, et j'étais heureuse de vivre dans sa lumière. Mais la dynamique familiale a rapidement dessiné des lignes de faille invisibles. Notre mère, Martine, était obsédée par les apparences, par le statut social. Pour elle,
Coralie était son chef-d'œuvre. Extravertie, populaire, magnifique, Coralie avait ce que notre mère appelait une qualité de star. Moi, j'étais l'autre. La fille intelligente, la fille sérieuse. Mes excellentes notes à l'école étaient qualifiées de prétentieuses, tandis que le réseau social de Coralie était applaudi comme la construction d'importantes connexions. Je l'entendais souvent dire à ses amis au téléphone, Élodie est brillante, bien sûr, mais Coralie, elle a ce petit quelque chose en plus. Elle ira loin. Elle ne prenait même pas la peine de baisser la voix. Chaque mot était une petite piqûre, me rappelant que je n'étais pas assez. Notre père, Hervé, était une ombre dans la maison. Un avocat d'affaires respecté, il était soit au travail, soit caché derrière son journal ou la porte de son bureau. Il détestait les conflits et laissait Martine gérer la maison, nous. Son silence était une forme de complicité. Il voyait la préférence de ma mère, mais ne disait jamais rien. C'était plus simple de ne pas faire de vagues. Nos chemins ont donc divergé naturellement. J'ai trouvé refuge dans les études, obtenant une bourse pour une grande école de commerce à Lille, où je me suis spécialisée en analyse financière. Je me suis construit une vie loin de Lyon, une vie basée sur le mérite, le travail acharné et l'indépendance. Coralie est restée à Lyon, utilisant son charisme et ses relations pour décrocher un poste dans les relations publiques pour des marques de luxe. Son compte Instagram est devenu une vitrine parfaite de sa vie glamour, événements mondains, vêtements de créateurs et amis influents. Puis, il y a 1 an, ma vie a basculé. J'ai mis fin à une relation de 4 ans avec un homme que je pensais être l'amour de ma vie. La rupture a été brutale, me laissant le cœur en miettes et un sentiment de solitude immense. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, mais les soirées dans mon appartement lillois étaient longues et silencieuses. C'est dans ce désert affectif que le téléphone a sonné 3 mois plus tard. C'était Coralie, sa voix pleine de larmes de joie. Il m'a demandé en mariage. Bastien m'a demandé en mariage. Bastien. Un homme qu'elle avait rencontré 6 mois plus tôt. Il travaillait aussi dans la finance, mais parlait de son rôle en termes vagues. Il était beau, charismatique, et venait d'une famille prétendument fortunée. Puis est venue la question que mon cœur meurtri attendait d'entendre. Val, a-t-elle sangloté, je veux que tu sois ma témoin. Ma demoiselle d'honneur principale. Personne ne me connaît comme toi. S'il te plaît, dis oui. Ramène-nous à ce que nous étions avant. Ramène-nous à ce que nous étions avant. Ces mots ont touché la corde la plus sensible de mon âme. L'image de ma grande sœur, ma protectrice, a refait surface, balayant des années de distance et de petites blessures. Dans ma solitude, son appel était une bouée de sauvetage, une promesse de retrouver ce lien perdu, de redevenir une famille. Bien sûr, ai-je répondu sans une seconde d'hésitation, les larmes aux yeux. Bien sûr que je dis oui. Je me sentais remplie d'un nouvel espoir. Ce mariage allait nous réunir. J'allais retrouver ma sœur. Aveuglée par ce désir désespéré de connexion, je ne voyais pas le piège qui se refermait. Je ne savais pas que je venais de tendre mon portefeuille et mon cœur à un loup déguisé en agneau. La première réunion de planification du mariage a eu lieu 2 semaines plus tard, dans la salle à manger cossue de mes parents à Lyon. J'étais arrivée de Lille par le premier TGV, armée de mon ordinateur portable et d'un optimisme prudent. Des magazines de mariage brillants étaient étalés sur la table, et l'excitation de ma mère et de Coralie était palpable. Alors, parlons budget, ai-je commencé, passant en mode analyste financière. J'ai fait quelques recherches. Pour un beau mariage, avec un lieu charmant, de bonnes fleurs, un traiteur de qualité, je pense qu'un budget de 30 000 € est un objectif réaliste et confortable. Coralie et ma mère ont échangé un regard qui aurait pu congeler le soleil. Puis, ma mère a éclaté d'un petit rire condescendant. Ma chérie, 30 000 €, c'est à peine le prix des fleurs que Coralie a en tête. Nous ne parlons pas d'un beau mariage. Nous parlons de l'événement social de la saison. Jackson et moi pensions plutôt à un minimum de 60 000 €, a ajouté Coralie, en feuilletant un magazine avec un air détaché. J'ai haussé un sourcil. C'est une somme énorme. Les parents de Bastien vont contribuer, je suppose ? Le visage de Coralie s'est fermé une fraction de seconde. En fait, a-t-elle commencé,
Choisissant ses mots avec soin, Bastien a quelques soucis de trésorerie temporaire. Son fonds en fiducie a des restrictions, et l'argent de son dernier projet d'investissement est bloqué pour quelques mois. Mais ce n'est que temporaire, bien sûr. Ce soir-là, Coralie est venue dans ma chambre d'enfance, comme au bon vieux temps. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, son expression empreinte d'une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis des années. « Val, je sais qu'on s'est éloigné », a-t-elle dit doucement. « Et je veux tellement que ce mariage nous rapproche. Mais je suis tellement stressée par l'argent. La situation de Bastien va se régler, j'en suis sûre, mais nous devons verser des acomptes maintenant pour réserver les meilleurs prestataires. Le château que nous voulons, le photographe, tout doit être bloqué cette semaine. » Elle a pris mes mains dans les siennes, ses yeux brillants de larmes. « Je ne te demanderais jamais ça si ce n'était pas absolument crucial. Pourrais-tu nous aider avec les premiers frais? Juste pour lancer les choses. Dès que l'argent de Bastien sera débloqué, on te remboursera jusqu'au dernier centime. » En la regardant, ce n'était pas la femme d'affaires glamour que je voyais, mais la petite fille avec qui j'avais partagé tous mes secrets. Mon cœur, encore fragile de ma récente rupture, a cédé. Le besoin de me sentir utile, aimé, indispensable à ma famille était plus fort que n'importe quel signal d'alarme. « Je peux aider », ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai des économies. Tant que vous me remboursez. » Le soulagement sur son visage était si intense, si apparemment sincère, que j'ai chassé mes doutes. « Oh, Val, tu es la meilleure sœur du monde », s'est-elle exclamée en me serrant dans ses bras. Le lendemain, avant de reprendre mon train pour Lille, j'ai insisté pour mettre les choses par écrit. Mon côté professionnel a pris le dessus. Nous avons rédigé un petit accord simple, stipulant que les dépenses engagées par mois seraient remboursées intégralement dans un délai de 6 mois. Coralie et Bastien l'ont signé sans discuter, presque avec amusement. Toujours aussi sérieuse, ma Val, a plaisanté Coralie. Sur la base de cet accord, j'ai fait quelque chose d'encore plus stupide. Pour faciliter les choses, j'ai ajouté Coralie comme utilisatrice autorisée sur ma carte American Express Platinum. C'était plus simple, me disais-je, que de faire des virements constants. Elle pourrait payer les acomptes directement. Je lui ai fixé une limite verbale, bien sûr. Juste pour les acomptes importants, d'accord? Promis, avait-elle répondu, un grand sourire aux lèvres. En m'asseyant dans le TGV qui me ramenait à ma vie solitaire à Lille, je me sentais bien. J'avais un document signé. J'avais posé mes conditions. J'aidais ma sœur à réaliser son rêve. J'avais l'impression de reconstruire un pont entre nous. Je ne pouvais pas savoir que ce pont était un piège. Je ne pouvais pas savoir que je venais de signer, non pas un accord de prêt, mais un pacte pour ma propre exploitation financière et émotionnelle. La signature sur ce papier n'était pas une garantie, c'était l'autorisation qu'ils attendaient pour me vider de tout ce que j'avais. Le mariage était prévu pour septembre, 9 mois plus tard. Ma vie est rapidement devenue un cycle infernal de TGV entre Lille et Lyon. Toutes les 2 ou 3 semaines, je faisais le voyage pour des décisions cruciales, dégustation, visite de lieux, choix de faire part. Chaque voyage était une nouvelle occasion pour Coralie de repousser les limites. La première vraie alerte rouge a été la dégustation du gâteau. Coralie l'avait programmé un mardi à 11h du matin. Un mardi. Elle savait pertinemment que ce jour-là, je devais faire une présentation trimestrielle à mon entreprise, une présentation qui comptait pour beaucoup dans ma potentielle promotion au poste de directrice adjointe. « Tu ne peux pas décaler ton truc de boulot ?» m'a-t-elle demandé au téléphone, d'un ton qui n'admettait aucune négociation. Ce pâtissier est une star, c'est son seul créneau avant des mois. Coralie, je ne peux pas. C'est la présentation la plus importante de mon trimestre. Mon patron, Monsieur Bernard, compte sur moi. Ne peut-on pas déplacer la dégustation à demain? Sa voix est devenue glaciale. Mon Dieu, Élodie, on dirait que tu ne te soucies même pas de mon mariage. J'ai fait des sacrifices pour toi toute ma vie. Tu te souviens quand j'ai raté la fête d'anniversaire de Sophie pour venir à ton concours de débat au lycée? Et maintenant, tu ne peux même pas ajuster ton emploi du temps pour le jour le plus important de ma vie? La manipulation émotionnelle était si évidente, et pourtant, elle fonctionnait. La culpabilité m'a rongée.
J'ai fini par demander à un collègue de présenter la première partie de mon travail, ce qui m'a fait paraître peu professionnel et mal préparé. Monsieur Bernard, l'homme qui avait toujours été mon mentor et qui m'avait personnellement recommandé pour cette promotion, m'a convoqué dans son bureau après. Tout va bien, Élodie? Vous semblez distraite ces derniers temps. Votre travail, d'habitude si impeccable, commence à en pâtir. Ne laissez pas les problèmes familiaux nuire à une carrière aussi prometteuse. Ces paroles étaient bienveillantes, mais elles m'ont fait l'effet d'une douche froide. Je lui ai assuré que tout était sous contrôle, mais c'était un mensonge. Quelques semaines plus tard, la véritable trahison est arrivée. Pas une trahison financière, mais une trahison bien plus profonde, qui a touché mon cœur et mon histoire. Coralie m'a appelé, en larmes. Une fois de plus. Val, je suis désolée, j'ai un problème terrible. Le traiteur exige un acompte supplémentaire de 5 000 € avant demain, sinon nous perdons notre date. L'argent de Bastien est toujours bloqué, et ta carte est presque au maximum pour ce mois-ci. Je ne savais pas quoi faire. Je sentais le piège se refermer. Et donc? Que as-tu fait, Coralie? Il y a eu un silence. Puis, d'une toute petite voix, tu te souviens du médaillon en or de grand-mère? Celui qu'elle t'avait promis? Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un simple bijou. C'était le seul souvenir tangible que j'avais de ma grand-mère adorée, décédée quand j'étais adolescente. Qu'est-ce que tu as fait du médaillon, Coralie? Ai-je demandé, ma voix tremblante de rage contenue. Je l'ai vendu, a-t-elle avoué dans un sanglot. Je suis vraiment désolée. Mais j'étais désespérée. C'est juste un objet, Val. Le mariage, c'est pour la vie. Je te promets que je t'en rachèterai un autre, encore plus beau, dès que nous aurons l'argent. Un objet. Elle avait appelé ça un objet. Elle avait vendu un morceau de mon passé, un morceau de mon cœur, pour payer des petits fours au foie gras. J'étais tellement anéantie, tellement sous le choc que je n'ai pas pu dire un mot. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau à Lille, voyant la ville sans la voir. Elle ne m'avait pas seulement volé de l'argent. Elle m'avait volé un souvenir irremplaçable, et elle ne comprenait même pas la gravité de son acte. C'était la première fois que je réalisais que ma sœur était peut-être incapable de ressentir de l'empathie. Que auriez-vous fait à ma place? À ce moment précis, auriez-vous tout arrêté? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi, stupidement, j'ai continué. J'ai enfoui cette douleur, me disant que c'était le stress, que tout s'arrangerait après le mariage. C'était ma deuxième grave erreur, et elle était encore plus impardonnable que la première. La suivante allait être fatale. Le mois suivant, le château près de Lyon a été jugé pas assez spécial. Coralie a annoncé la nouvelle avec l'enthousiasme d'une enfant le matin de Noël. J'ai trouvé l'endroit parfait. Un resort de luxe sur la Côte d'Azur. Il a été présenté 3 fois dans le magazine Mariage de rêve. Ce qu'elle a omis de mentionner, c'est que ce rêve coûtait 4 fois le prix du lieu initial, exigeait un engagement minimum de 50 000 € pour la nourriture et les boissons, et n'était disponible qu'à une date 2 semaines plus tôt que prévu. Cela signifiait réimprimer et renvoyer tous les « save the date », un autre coût que j'allais bien sûr assumer. La liste des invités, initialement de 150 personnes, a mystérieusement grimpé à plus de 300. On ne peut pas exclure les associés du père de Bastien, Val, ce serait une insulte, a-t-elle expliqué, balayant mes protestations d'un geste de la main. L'anxiété a commencé à me ronger. Je ne dormais plus. Je vérifiais mon application bancaire 10 fois par jour, regardant avec horreur les charges s'accumuler. Ma casquette d'analyste financière a finalement pris le dessus sur celle de sœur aimante. J'ai passé une nuit blanche à créer ce que je fais de mieux, un tableau Excel. J'ai listé chaque dépense, chaque acompte, chaque contrat. J'ai codé par couleur les dépassements de budget, j'ai ajouté des projections basées sur les tendances de dépenses actuelles. Le chiffre final qui est apparu en bas de la feuille de calcul m'a donné le vertige, 120 450 €. Mon fonds d'urgence, celui que j'avais mis des années à construire, était presque entièrement anéanti par les paiements mensuels de la carte de crédit. J'ai pris le premier TGV pour Lyon le week-end suivant. Je me suis assise avec Coralie et Bastien dans le salon de mes parents,
mon ordinateur portable ouvert. Nous devons parler, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Voici la situation. Nous allons dépasser les 120 000 euros. C'est de la folie. Coralie a jeté un regard de 10 secondes à mon tableau, un chef-d'œuvre de clarté financière. Puis elle l'a repoussé. C'est mignon, Val, mais c'est beaucoup trop rigide. Un mariage a besoin de place pour l'inspiration, la spontanéité. La spontanéité ne paie pas les factures, ai-je rétorqué, mon calme commençant à s'effriter. J'ai pointé l'écran. De plus, j'ai lu les petits caractères du contrat avec le resort. Les frais d'annulation sont exorbitants. Si pour une raison quelconque le mariage est annulé, nous perdons 75% des sommes déjà versées. C'est un risque financier énorme. Bastien a souri, un sourire condescendant qui m'a glacé le sang. Élodie, c'est pour ça que tu es douée avec les chiffres et que nous sommes doués avec les gens. Laisse-nous gérer la vision, et toi, gère, eh bien, ce que tu gères. Leur mépris pour mon expertise, pour mes avertissements logiques, était palpable. Ils ne me voyaient pas comme une professionnelle compétente, mais comme un portefeuille sur pattes. Vaincue et frustrée, je suis montée dans ma chambre d'enfance pour chercher des vieux papiers d'impôt dont j'avais besoin. En fouillant dans le bureau de mon père, une chemise cartonnée a glissé de la pile et est tombée par terre, répandant son contenu. Je me suis baissée pour ramasser les feuilles. Et c'est là que je l'ai vu. Un acte de vente. Daté de 2 mois plus tôt. Pour un appartement de 2 pièces avec terrasse et vue sur la mer à Antibes, en plein cœur de la Côte d'Azur. Les acheteurs, Coralie Dubois et Bastien Fournier. Le prix, bien au-delà de ce qu'un couple avec des soucis de trésorerie pourrait se permettre. Sous l'acte de vente, il y avait des relevés de cartes de crédit au nom de Bastien. Des dîners dans des restaurants étoilés, des week-ends à Monaco, une montre de luxe. Le monde s'est mis à tourner. Le bruit dans mes oreilles est devenu assourdissant. Ce n'était pas un problème de trésorerie. C'était un complot. Une escroquerie méticuleusement orchestrée. Ils me vidaient de mes économies pour financer leur mariage de rêve pendant qu'ils s'achetaient un pied-à-terre au soleil avec leur propre argent. La nausée m'a submergée. Ce n'était plus de la négligence ou de l'insouciance. C'était une trahison délibérée, froide et calculée. Et j'étais la victime. J'ai tout remis en place, mes mains tremblant tellement que j'ai failli tout faire tomber à nouveau. Je suis redescendue, j'ai embrassé mes parents, j'ai dit à Coralie que son mariage serait magnifique, et j'ai repris mon train pour Lille, le cœur rempli d'une glace noire. Le jeu venait de changer. Le trajet en TGV de Lyon à Lille a été le plus long de ma vie. Chaque vibration du train semblait faire écho au chaos qui régnait en moi. La colère était une bête sauvage dans ma poitrine, griffant pour sortir. Mais par-dessus tout, il y avait la douleur. Une douleur si pure et si profonde qu'elle me coupait le souffle. Ma propre sœur. J'ai attendu 2 jours. 2 jours pour laisser la rage initiale se calmer et se transformer en une résolution froide et tranchante. Je ne voulais pas d'une confrontation explosive. Je voulais des réponses. Je voulais la voir mentir, les yeux dans les yeux. Je l'ai appelé et lui ai demandé de venir à Lille pour le week-end, sous le prétexte de choisir les fleurs chez un fleuriste réputé de la ville. Elle a accepté, probablement ravie à l'idée de dépenser encore plus de mon argent. Nous nous sommes assises à une table dans un café de la Grand Place. Le soleil brillait, les gens riaient autour de nous. Un décor surréaliste pour la conversation que j'allais avoir. J'ai posé mon téléphone sur la table, l'écran tourné vers elle, affichant une photo de l'annonce immobilière pour son appartement à Antibes. C'est une jolie vue, ai-je dit calmement. La Côte d'Azur te va bien. La couleur a quitté son visage. Elle a regardé la photo, puis moi, ses yeux s'écarquillant de panique. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment, ai-je continué, ma voix toujours égale. Un 2 pièces à Antibes. Acheté il y a 2 mois. Pendant que Bastien avait des soucis de trésorerie. Pendant que je payais pour tes robes de demoiselle d'honneur à 700 € pièce. Pendant que tu vendais l'héritage de grand-mère. Elle a essayé de nier, de balbutier des excuses incohérentes. Mais voyant la détermination dans mon regard, elle a changé de tactique.
La panique a laissé place aux larmes. Les larmes de crocodile. Elles ont coulé sur ses joues, parfaitement dosées pour un effet maximal. Oh, Val, je suis tellement désolée, a-t-elle sangloté, se penchant sur la table pour essayer de prendre mes mains. J'ai retiré les miennes. C'est un cadeau des parents de Bastien. Ils nous ont fait la surprise. On ne voulait rien te dire pour ne pas te rendre jalouse. Jalouse? Le mot a explosé hors de moi. Tu crois que je suis jalouse? Je suis en train de vider mon compte en banque pour ton mariage de princesse pendant que vous vous prélassez au soleil, et tu penses que le problème, c'est ma jalousie? Voyant que cette ligne de défense ne fonctionnait pas, elle est passée au plan B. La victime. La pression de ce mariage est en train de me tuer, a-t-elle pleuré, sa voix devenant hystérique. Ma mère, les parents de Bastien, tout le monde attend tellement de moi. Parfois, je ne sais même plus ce que je dis ou ce que je fais. Je suis perdue, Val. J'ai tellement besoin de toi. Elle a attrapé ma main et l'a serrée fort. Pardonne-moi. S'il te plaît. C'était une erreur de ne pas te le dire. Je te promets, à partir de maintenant, une transparence totale. Chaque dépense, chaque décision, nous la prendrons ensemble. S'il te plaît, ne laisse pas ça nous séparer. Pas maintenant. Je la regardais pleurer, et une partie de moi, la petite sœur qui l'avait toujours idolâtrée, voulait la croire. Cette partie de moi était désespérée de croire qu'il y avait encore quelque chose à sauver. Mais mon instinct, affûté par des années d'analyse de risques financiers, me hurlait que c'était un mensonge. C'était une performance. Pourtant, je n'ai pas tout arrêté. Pas encore. J'ai posé une dernière condition, un dernier test. D'accord. Transparence totale. Cela signifie que pas un seul centime de plus n'est dépensé sans mon approbation écrite par email. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, absolument, a-t-elle répondu, octant de soulagement. Tout ce que tu voudras. Ma lueur d'espoir, si faible soit-elle, a duré exactement 8 jours. 8 jours de silence radio. Puis, le 9e jour, une alerte est apparue sur mon téléphone. American Express, 12 000 €. Fournisseur, champagne et caviar prestige. Je l'ai appelé. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un message. Qu'est-ce que c'est que cette charge de 12 000 €? Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Oups, j'ai oublié de te le dire. Offre de dernière minute, on ne pouvait pas la rater. Bisous. Elle ne prenait même plus la peine de mentir de manière convaincante. Le mépris était total. C'était la dernière confirmation dont j'avais besoin. Le compte à rebours final venait de commencer. Le jour de l'essayage final de la robe est arrivé. Coralie avait insisté pour que cela se fasse dans une boutique ultra chic de Lyon, afin que toute la famille puisse être là. Je savais maintenant que « famille » était un mot de code pour « public ». Je suis arrivée pile à l'heure, habillée sobrement mais élégamment. L'erreur. Coralie, ma mère et les 4 demoiselles d'honneur étaient déjà là, toutes vêtues de robes cocktail rose poudrées identiques. Un dress code dont personne, évidemment, ne m'avait informé. Elles posaient pour des photos Instagram, riant et buvant du champagne. Élodie, enfin, s'est exclamée ma mère en m'embrassant du bout des lèvres, son regard balayant ma tenue avec une désapprobation à peine voilée. Tu n'aurais pas pu faire un effort? C'est pour l'album de mariage de ta sœur. On ne m'a pas parlé de tenue coordonnée, ai-je répondu, sentant déjà le poids de mon statut d'étrangère. Coralie a agité la main. Je suis sûre de te l'avoir mentionné. Tu es tellement occupée avec tes chiffres ces derniers temps, tu as dû oublier. Le mensonge était si désinvolte, si naturel. L'essayage a commencé. Robe après robe, Coralie les rejetait avec un soupir dramatique. Pas assez spectaculaire. Le tissu me gratte. Je ne me sens pas comme une princesse. Les compliments des demoiselles d'honneur et de ma mère devenaient de plus en plus hyperboliques. Puis, la propriétaire a sorti la robe. Une création unique, un nuage de tulle brodé de milliers de cristaux qui scintillaient sous les lustres. Il fallait l'admettre, elle était à couper le souffle. Coralie s'est regardée dans le miroir, et pour la première fois,
Un vrai sourire a illuminé son visage. C'est elle, a-t-elle murmuré. Cette pièce est exceptionnelle, a ronronné la propriétaire. Une commande spéciale annulée. Une véritable aubaine. Avec les retouches, elle vous reviendra à 10 000 euros. Je n'ai pas pu me retenir. Le chiffre était une insulte. 10 000 euros? Coralie, c'est le double du budget que nous avions discuté pour la robe. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Coralie s'est effacé, remplacé par un masque de fureur glaciale. Elle s'est retournée lentement pour me faire face. Le budget? Tu oses parler de budget? Maintenant? Tu essaies de gâcher mon moment spécial? J'ai essayé de garder ma voix calme. Je dis simplement que nous avons déjà dépassé toutes les limites. Il faut être raisonnable. Raisonnable, a-t-elle craché le mot comme un poison. Qu'est-ce que tu y connais, toi? La dernière fois que tu as vu un rendez-vous galant, c'était quand? Hein? Tu ne te marieras probablement jamais, alors arrête d'essayer de ruiner mon mariage juste parce que tu es jalouse. La cruauté de l'attaque m'a laissé sans voix. Elle ne s'est pas attaquée à mes arguments. Elle s'est attaquée à moi, à mes insécurités les plus profondes, à ma solitude. Devant tout le monde. Je ne suis pas jalouse, ai-je réussi à articuler. Je suis inquiète. Tu avais promis une transparence totale. Tu avais promis de ne rien dépenser sans mon accord. Parce que tu n'as rien de mieux à faire de ton argent, a-t-elle hurlé, son visage déformé par la rage. Ton appartement vide, ta vie ennuyeuse, ton cercle social inexistant. Je te donne l'occasion de faire partie de quelque chose de beau et d'important, et toi, tout ce que tu fais, c'est compter tes sous. Puis, tout s'est passé très vite. Elle s'est avancée, et sa main est partie. J'ai vu le diamant de sa bague briller. J'ai senti le choc sur ma joue. La douleur aiguë. Le bruit sec de la gifle a résonné dans la boutique silencieuse. Je suis restée figée, une main sur ma joue qui me brûlait. J'ai senti quelque chose de chaud couler. Du sang. Mon sang. Sur le tapis blanc. La suite est un brouillard de honte et d'incrédulité. Ma mère consolant Coralie. La propriétaire me tendant un mouchoir. La phrase de Coralie, dehors. Tu es virée de mon mariage. Mais tu continues de payer. Je suis sortie. Dans la voiture, alors que le sang continuait de couler, mon téléphone a vibré. Un message de Coralie. Pas un mot d'excuse. Pas une once de regret. Juste une instruction, froide et clinique, n'oublie pas de payer le solde de la robe demain. Et tu es toujours responsable du dîner de répétition. Ce n'était pas le sang sur ma joue qui me faisait le plus mal. C'était la réalisation. La réalisation finale et irrévocable que pour ma propre sœur, je n'étais pas une personne. J'étais une transaction. Et cette transaction venait de se terminer. Les 7 heures de route de Lyon à Lille se sont déroulées dans un silence cotonneux. J'ai conduit en pilote automatique, le mouchoir de la boutique devenant rapidement un chiffon rouge et rigide sur le siège passager. Je ne sentais plus la douleur de ma joue, seulement un vide glacial qui s'était installé dans ma poitrine. La vieille Élodie, celle qui excusait, qui pardonnait, qui espérait, était morte quelque part sur l'autoroute A6. La première chose que j'ai faite en arrivant à Lille, avant même de rentrer chez moi, a été de me rendre aux urgences. Le médecin de garde a examiné la coupure avec un air grave. La bague a fait une belle entaille. Il va falloir quelques points de suture si vous ne voulez pas garder une vilaine cicatrice. Pendant qu'il cousait la plaie, je n'ai pas versé une larme. Je sentais chaque point comme une confirmation, une ponctuation finale à l'histoire de ma soumission. Une fois dans mon appartement, la forteresse que je m'étais construite, je n'ai pas cherché le réconfort. J'ai cherché des faits. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai ouvert le tableau Excel. J'ai mis à jour les chiffres avec les dernières dépenses, y compris la robe à 10 000 euros. Le total s'élevait maintenant à 78 945 euros et 32 centimes d'euros. En ajoutant les soldes restants dus aux fournisseurs, la projection finale dépassait les 120 000 euros. Mon fonds d'urgence, qui représentait des années de travail et de discipline, était complètement vidé. Pendant que je contemplais ce désastre financier, une notification est apparue sur mon téléphone.
Un message dans un groupe WhatsApp. J'ai ouvert la conversation. Ils avaient oublié de me retirer du groupe des demoiselles d'honneur. Mon cœur s'est serré en lisant les messages échangés juste après mon départ de la boutique. Catherine, vous avez vu la tête qu'elle a faite? On aurait dit un chien battu. Tellement pathétique. Tiffany, grave. Et sa tenue? On aurait dit qu'elle allait à un enterrement. Aucun goût. Coralie, laissez tomber. Elle a toujours été comme ça, une petite chose grise et jalouse. Le plus drôle, c'est qu'elle va quand même tout payer. Trop bête pour faire autrement. Des captures d'écran de mes suggestions de budget étaient partagées, couvertes d'émojis qui pleurent de rire. Ils se moquaient de moi depuis des mois. Ma générosité était leur blague préférée. Ma sollicitude était leur divertissement. Ce fut le coup de grâce. Il n'y avait plus de doute, plus d'excuses possibles. Ce n'était pas le stress. Ce n'était pas une erreur. C'était un système. Un système d'exploitation délibéré et cruel. Mon esprit d'analyste a repris le contrôle. Les émotions ont été mises de côté. J'ai méthodiquement téléchargé chaque relevé de carte de crédit. J'ai sauvegardé chaque SMS, chaque email. J'ai fait des captures d'écran de toutes leurs conversations, de tous les posts Instagram où Coralie se vantait de s'offrir le mariage de ses rêves. J'ai créé un dossier crypté, une forteresse numérique de preuves. Puis, je me suis souvenu d'un avantage offert par mon entreprise, une assistance juridique gratuite. À 23 heures passées, j'ai appelé la ligne d'assistance. J'ai expliqué toute l'histoire à un avocat, calmement, factuellement, comme si je présentais un dossier financier. Son verdict a été sans appel. Mademoiselle, ce que vous décrivez dépasse le simple conflit familial. Avec l'accord écrit de remboursement que vous avez, leurs mensonges prouvés sur leur situation financière et l'utilisation de votre carte bien au-delà de l'accord, nous ne sommes pas loin de l'abus de confiance et de l'escroquerie. Vous avez un dossier très solide. Escroquerie. Le mot a résonné en moi. C'était le terme exact. À 1h du matin, j'ai ouvert mon application bancaire. Mon doigt a survolé le bouton « Annuler la carte ». 7 mois d'humiliation ont défilé devant mes yeux. Le mépris dans leurs regards. Les rires dans mon dos. La douleur fulgurante de la gifle. Les points de suture sur ma joue. L'héritage de ma grand-mère, vendu pour des futilités. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de survie. De respect de soi. C'était le moment de dire « stop ». J'ai appuyé sur le bouton. L'application m'a demandé de confirmer. Êtes-vous sûr de vouloir annuler définitivement cette carte? Une seconde d'hésitation. L'image de la petite Coralie, ma grande sœur, m'a traversé l'esprit. Puis, l'image de la femme cruelle dans la boutique l'a remplacée. J'ai appuyé sur « confirmer ». Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai suivi une autre procédure, celle que l'on utilise en cas de vol. J'ai signalé la carte comme compromise et frauduleusement utilisée. Cette étape était cruciale. Elle n'annulait pas seulement les transactions futures, mais elle déclenchait une enquête de la banque et bloquait immédiatement tous les paiements en attente et les prélèvements automatiques liés à cette carte. Le traiteur. Le fleuriste. Le digi. Le resort de luxe sur la Côte d'Azur. Tout. D'un seul coup, leur magnifique château de cartes financiers s'effondrait. J'ai éteint mon ordinateur et je suis allé me coucher. Je m'attendais à ressentir de l'angoisse, de la culpabilité. Au lieu de ça, une vague de soulagement m'a envahi. C'était comme si j'avais porté un sac de pierre de 100 kilos sur mon dos pendant des mois et que je venais enfin de le laisser tomber. Pour la première fois depuis le début de cette mascarade, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Le lendemain matin, le silence a été de courte durée. À 8h01, mon téléphone a commencé à vibrer. Puis a sonné. Puis a explosé. C'était une avalanche. D'abord, les messages de Coralie. Ils suivaient une progression fascinante, de la confusion à la panique, puis à la rage pure. 8h01, le fleuriste dit que la carte est refusée. C'est bizarre. Rappelle-moi. 8h30, le resort vient d'appeler aussi.
C'est quoi ce bordel, Val? Règle ça tout de suite. 9h15, Élodie, je te jure que si tu ne réponds pas, ça va très mal se passer. Le traiteur menace d'annuler. Réponds. 10h, un long message vocal. Je n'ai pas eu besoin de l'écouter. La notification montrait un spectrogramme rempli de pics. C'était des hurlements. Ensuite, l'appel de ma mère. Sa voix n'était pas inquiète. Elle était glaciale, remplie d'une fureur contenue. Martine Gress, je ne sais pas à quel petit jeu sordide tu joues, mais ça s'arrête immédiatement. Tu vas appeler ta sœur, t'excuser, et régler ce problème avec la banque. Je ne t'ai pas élevé pour que tu deviennes cette personne mesquine et jalouse. Tu nous fais honte. Puis, le coup de grâce. Un court email de mon père, l'homme qui n'intervenait jamais. Objet, déception. Contenu, la famille, c'est la famille. On se soutient, point final. Appelle ta sœur. Leurs fronts étaient unis. Dans leur monde, j'étais la méchante. La coupable. Celle qui avait brisé l'harmonie. Pas une seule fois, aucun d'entre eux n'a demandé, Élodie, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai glissé au fond de mon sac. J'ai mis du fond de teint pour masquer légèrement les points de suture sur ma joue et je suis partie travailler. Dans le calme de mon bureau, entouré de chiffres et de logique, je me sentais en sécurité. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais pour la première fois, j'étais dans l'œil du cyclone, sereine et intouchable. Mes collègues ont remarqué ma blessure, mais j'ai simplement évoqué un petit accident domestique. Personne n'a insisté. Le soir, en rentrant chez moi, je savais que ce n'était pas fini. Ils n'allaient pas se contenter de messages. Ils allaient venir. J'ai préparé du café, j'ai sorti les tasses. J'ai allumé mon ordinateur et je l'ai connecté à la télévision du salon. J'étais prête. Vers 20h, on a frappé à ma porte. Ce n'était pas un toc-toc poli. C'était des coups sourds, urgents et agressifs. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient là. Tous les quatre. Coralie, le visage bouffi de larmes de rage. Bastien, les bras croisés, l'air menaçant. Ma mère, le visage fermé comme un poing. Et mon père, mal à l'aise, mais présent. Ils avaient fait les 7 heures de route depuis Lyon. Le spectacle allait commencer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Je n'ai même pas eu le temps de dire un mot. Ils sont entrés en force dans mon appartement, comme une armée en territoire ennemi. Bastien s'est posté près de la porte, un geste clair d'intimidation pour m'empêcher de fuir. Ma propre maison. Coralie s'est plantée au milieu de mon salon, son sac de créateur serré comme une arme. Répare ça, a-t-elle ordonné, sans même un bonjour. Appelle la banque, réactive la carte, et présente tes excuses à tous les fournisseurs pour ton erreur. Ce n'était pas une erreur, ai-je répondu, ma voix d'une tranquillité qui les a surpris. C'était une décision. J'ai délibérément tout annulé parce que j'en ai fini d'être utilisé. Utilisé, a presque crié ma mère, s'avançant vers moi. Ta sœur t'a fait l'honneur de te demander d'être sa témoin, et c'est comme ça que tu la remercies? Par un caprice d'enfant gâté? Elle ne m'a pas demandé d'être sa témoin, ai-je corrigé. Elle m'a demandé d'être son sponsor. Il y a une différence. Nous avions un accord, a sifflé Coralie, sa voix tremblant de rage. Tu avais proposé d'aider. Aider, oui. Pas financer un mariage extravagant de 120 000 € pendant que toi et ton fiancé vous achetiez en secret un appartement sur la Côte d'Azur. Aider, pas me faire agresser physiquement et humilier en public. C'était une petite tape, pas une agression, a interjeté ma mère. Ne sois pas si dramatique. J'ai touché les points de suture sur ma joue. Ma définition d'une petite tape est visiblement différente de la vôtre. La mienne ne nécessite pas une visite aux urgences. Bastien a décidé d'intervenir, jouant la carte de la supériorité. Élodie, quels que soient vos différends de filles, nous avions un contrat verbal. L'avocat de mon père dit que nous avons amplement de quoi vous poursuivre pour rupture de contrat et dommages et intérêts. Le scandale va ruiner votre réputation. Son arrogance,
Sa certitude de pouvoir me faire plier avec des menaces a brisé la dernière digue de ma patience. J'ai attrapé la télécommande sur la table basse. Vraiment? Parlons-en, des poursuites. J'ai allumé la télévision. Le premier document à apparaître était notre accord de remboursement, signé par eux. Puis, mon tableau Excel, détaillant chaque euro. Ensuite, l'acte de vente de leur appartement à Antibes. Puis, les captures d'écran de leur conversation WhatsApp, celle où ils se moquaient de moi. Puis, une photo en gros plan de ma joue, avec les points de suture bien visibles. Le silence dans la pièce était total. Leurs visages sont passés de la colère à l'incrédulité, puis à la panique. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans. J'ai des copies de tout, ai-je continué, ma voix calme et précise comme un scalpel. Chaque relevé, chaque message, chaque photo. La boutique a des caméras de sécurité qui, j'en suis sûre, ont enregistré la petite tape. Et pour finir, j'ai appuyé une dernière fois sur la télécommande. Un fichier audio s'est lancé. C'était l'enregistrement de ma conversation avec l'avocat de l'assistance juridique. Sa voix claire et professionnelle a rempli le salon, les éléments que vous présentez sont très sérieux. Le mensonge délibéré sur leur situation financière pour vous inciter à payer constitue un dol, ce qui peut s'apparenter à une escroquerie. L'utilisation de votre carte pour des achats personnels non consentis relève de l'abus de confiance. Les conséquences pénales peuvent être importantes. Les visages de Coralie et Bastien étaient livides. Alors, si quelqu'un a de quoi engager des poursuites ici, c'est moi, ai-je conclu. Le vernis de Coralie a craqué complètement. La peur a laissé place à une haine pure et débridée. Et alors, a-t-elle hurlé, les larmes coulant sur son visage. Et alors? Même si on pouvait se le permettre. Tu as l'argent. Tu n'as personne avec qui le dépenser. Pas de mari, pas de petit ami, même pas un chat. Pourquoi est-ce que tu économisais qui soit plus important que le plus beau jour de ma vie? L'égoïsme brut de sa question a choqué même mes parents. J'ai regardé mon père, puis ma mère. Est-ce que vous saviez? Pour l'appartement? Pour les mensonges? Mon père a baissé la tête. Ma mère a durci son regard. Peu importe, a-t-elle dit. Ce qui importe, c'est que le mariage de ta sœur est dans 6 semaines, et tu viens de tout détruire. Quels que soient tes griefs, ce n'est pas la façon de faire les choses. J'ai enfin compris. Pour eux, l'apparence, le mariage, le statut, passeraient toujours avant la vérité, avant la justice. Avant moi. C'est ici que ça s'arrête, ai-je dit, en me levant. Je ne réactiverai pas la carte. Le mariage, tel que vous l'aviez imaginé, n'aura pas lieu. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. Maintenant, s'il vous plaît, sortez de chez moi. Il y a eu un long moment de silence. Puis, un par un, ils sont sortis. Mon père a évité mon regard. Ma mère m'a jeté un dernier regard plein de mépris. Bastien marmonnait des menaces confuses. Coralie pleurait. Quand la porte s'est refermée derrière eux, un sentiment étrange m'a envahi. Un mélange de deuil infini et de libération absolue. Un chapitre de ma vie venait de se terminer. Douloureusement. Mais pour la première fois, je sentais qu'un autre, plus sain, pouvait enfin commencer. Après leur départ, un silence assourdissant s'est abattu sur mon appartement. Je me suis assise sur mon canapé, et pour la première fois de la journée, j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de rage. C'étaient des larmes de soulagement. Des larmes qui lavaient des années de frustration, de sentiments d'infériorité, de recherche désespérée d'une approbation qui ne viendrait jamais. J'avais perdu une famille, mais j'avais peut-être enfin commencé à me trouver, moi. Le jour qui aurait dû être celui du mariage de Coralie, je me suis réveillée à Bali. J'avais pris les 2 semaines de congé que j'avais initialement posées pour l'aider, et sur un coup de tête, j'avais réservé un vol pour l'autre bout du monde. Je ne fuyais pas. Je me dirigeais vers quelque chose. Vers moi. Les premiers jours ont été difficiles. Les vagues de culpabilité revenaient par moments. Avais-je été trop dur? Y avait-il une autre solution? Mais en marchant sur les plages de sable noir, en regardant les rizières verdoyantes,
en me reconnectant avec la nature et le silence, la clarté a remplacé le doute. Je n'avais pas créé cette situation toxique. J'avais simplement refusé de continuer à y jouer mon rôle. À mon retour à Lille, j'ai pris la meilleure décision de ma vie, j'ai commencé une thérapie. Avec l'aide d'une psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux et les relations narcissiques, j'ai commencé à dénouer les fils complexes de mon histoire. J'ai compris les rôles qui nous avaient été assignés. Coralie, l'enfant en or, à qui tout était pardonné, moi, le bouc émissaire, responsable de la stabilité émotionnelle et financière de la famille. Ma thérapeute m'a expliqué que les enfants comme moi deviennent souvent des soignants, des gens qui croient que leur valeur dépend de ce qu'ils peuvent apporter aux autres, et non de qui ils sont intrinsèquement. Ce fut une révélation. Le travail a été long et parfois douloureux. J'ai appris à identifier les tactiques de manipulation. J'ai appris à poser des limites saines. Et le plus important, j'ai appris à m'estimer pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire. 6 mois après le mariage annulé, j'ai rétabli un contact limité avec mes parents. J'ai été claire. Nous pouvons parler de mon travail, de la météo, de l'actualité. Mais nous ne parlerons ni de Coralie, ni de l'argent. Et je ne tolérerai aucune critique ou comparaison. Mon père s'est adapté plus facilement. Il m'appelait de temps en temps, juste pour prendre des nouvelles. Dans le ton de sa voix, je sentais un regret diffus, celui d'un homme qui avait laissé une dynamique destructrice s'installer pendant des décennies. Ma mère, elle, est restée distante. Le mur qu'elle avait construit entre nous était trop haut, trop vieux. Professionnellement, libérée du stress et de la distraction, j'ai excellé. La promotion que j'avais manquée m'a été offerte quelques mois plus tard, avec une augmentation significative. Monsieur Bernard m'a dit, « Je suis heureux de vous revoir, la vraie Élodie. » J'ai réaménagé mon appartement, non pas pour impressionner, mais pour qu'il me ressemble. J'ai adopté un petit chien, qui a rempli mes soirées silencieuses de joie. J'ai recommencé à sortir, à voir des amis, à reconstruire une vie sociale que j'avais négligée. Puis, 1 an après le « non-mariage », des nouvelles me sont parvenues par mon père. Coralie et Bastien étaient en plein divorce acrimonieux. La cause ? Des problèmes financiers et des mensonges. Apparemment, Bastien avait caché d'énormes dettes de jeu, tandis que Coralie avait des cartes de crédit secrètes avec des soldes astronomiques. L'ironie était presque comique. Le couple qui avait basé son union sur une escroquerie s'était effondré à cause de la même chose. Coralie est retournée vivre chez mes parents. Et un soir, alors que je pensais que ce chapitre était définitivement clos, un numéro que je ne connaissais pas s'est affiché sur mon téléphone. J'ai hésité, puis j'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil était hésitante, fragile. C'était elle. « Allô, Val ? C'est Coralie. » Un silence s'est installé. Que pouvait-elle bien me vouloir après tout ce temps ? « Écoute, » a-t-elle continué, sa voix sonnant étrangement humble, « je sais que ça fait longtemps. J'ai beaucoup réfléchi. Et je te dois des excuses. Pour tout. Le mariage, la gifle, l'argent. J'étais horrible. J'étais perdue, et je m'en suis prise à toi. Je suis vraiment, sincèrement désolée. » L'ancienne Élodie aurait fondu en larmes, heureuse d'entendre enfin ces mots. Mais la nouvelle Élodie, celle qui avait passé 1 an en thérapie à analyser chaque mot, chaque intention, est restée silencieuse, attentive. J'ai attendu. Dans les relations toxiques, les excuses ne sont souvent qu'un prélude à une nouvelle demande. Et la demande est arrivée, bien sûr. Les choses sont vraiment difficiles pour moi en ce moment, avec le divorce, a-t-elle enchaîné, sa voix reprenant une note plaintive familière. J'essaie de me remettre sur pied financièrement, de trouver un nouveau travail. Je me demandais si, peut-être, tu pourrais m'aider avec un petit prêt ? Juste pour commencer. Rien de comparable à avant, je te le jure. Juste le temps que je me relance. La boucle. C'était la même histoire, le même schéma, juste avec un emballage différent. L'ancienne Élodie aurait dit oui, désespérée de réparer le lien, avide de prouver sa valeur en étant, une fois de plus, la sauveuse. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le calme et la force en moi. Non, Coralie. Je ne peux pas faire ça.
Il y a eu un choc silencieux à l'autre bout du fil. Elle ne s'attendait pas à ça. Mais nous sommes sœurs, a-t-elle balbutié, l'arme de manipulation ultime. Oui, ai-je répondu doucement, mais fermement. C'est exactement pour ça que je dis non. Te prêter de l'argent n'a jamais été sain, ni pour toi, ni pour moi. Je te souhaite sincèrement de t'en sortir, mais tu dois le faire par toi-même. Un long silence. Puis, un clic. Elle avait raccroché. Nous n'avons pas reparlé depuis. Ma vie, aujourd'hui, est radicalement différente. J'ai rencontré quelqu'un. Un homme gentil, honnête, qui valorise la communication et respecte mes limites sans même que j'aie besoin de les lui rappeler. Il connaît mon histoire, et il m'admire pour la force que j'ai trouvée. Les vacances, autrefois source d'anxiété, sont devenues des moments de joie, passés avec ma famille choisie, mes amis. En regardant en arrière, je comprends que ce clic sur le bouton « Annuler la carte » était bien plus qu'une décision financière. C'était l'annulation de mon abonnement à une vie de soumission. C'était douloureux, oui. J'ai perdu une sœur que j'avais aimée. Mais ce que j'ai gagné est inestimable, le respect de moi-même, la paix, et la liberté de construire une vie basée sur l'amour mutuel, et non sur l'obligation. La petite cicatrice sur ma joue s'est presque effacée. Mais quand je la vois dans le miroir, ce n'est pas un rappel de ma victimisation. C'est le rappel du jour où j'ai finalement dit assez. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de fixer des limites, même avec sa propre famille. Parfois, s'éloigner, ce n'est pas abandonner, c'est simplement choisir de guérir. Avez-vous déjà dû prendre la décision difficile de mettre des barrières avec vos proches? J'adorerais lire vos histoires et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit a résonné en vous, merci de laisser un like et de vous abonner pour soutenir d'autres histoires de guérison et de respect de soi. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'il est acceptable, et parfois nécessaire, de se choisir soi-même. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Rappelez-vous, la vraie famille vous respecte pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez lui apporter.